On a le fond qui est comme ça, le thème de la conférence. Tout d'abord, je ne sais pas s'il y a un... Voilà, je ne sais pas si ça marche. Voilà, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir dans cet auditoire et mon exposé sera plus sobre ou à tout le moins moins coloré que celui de M. Toussaint. Et j'essaierai peut-être de repositionner les choses dans un cadre que j'espère plus objectif et plus neutre. Parce que M. Toussaint, vous m'avez beaucoup cité et fait d'ailleurs beaucoup d'honneur. Et je vous remercie de m'avoir lu. Mais il se fait qu'il y a 33 ans, j'avais donc 18 ans à l'époque, j'ai eu mon premier cours de chimie dans cet auditoire. Et qu'il y avait ce tableau de Mendeleïev qui était là. Et j'ai eu ma première leçon de libre examen ici. J'avoue que je ne savais pas très bien de quoi il s'agissait, mais j'ai appris une chose, c'est qu'on disait à l'ULB que la science vaincrait les ténèbres, et surtout qu'on n'allait pas avoir de discours pendant 5 ans, notamment à Solvay, qui était basé sur des postulats, et qu'on allait plutôt faire une analyse empirique des choses, et s'essayer non pas à invoquer des vérités toutes formulées, mais plutôt à découvrir par l'expérimentation comment étaient formulées ou comment pouvaient être formulées les choses. On a donc appris à travailler par induction, par déduction. Et je crois que, sans me référer à vous, parce que je dois confesser que je n'ai pas lu vos écrits, je vais faire un exposé sans me référer à vous, justement en l'espérant plus inductif que ce que vous avez voulu faire. Et je dois quand même dire en préambule que je suis choqué de votre méconnaissance de certains mécanismes économiques. Et si vous considérez que l'économie est trop sérieuse ou les banques sont trop sérieuses pour être dirigées par des banquiers privés, eh bien moi je dis qu'alors la politique devient dangereuse quand elle est livrée à des politologues. Je voudrais peut-être en quelques mots repositionner cette crise dans un contexte plus large, un contexte historique. Parce que le pire en économie, le pire en sociologie, en anthropologie, c'est de confondre des symptômes et des causes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On vit une crise majeure. C'est une crise dont le premier symptôme était celui d'une crise bancaire, qui s'est transformée aujourd'hui en crise étatique ou souveraine, et qui, inévitablement, va se transformer en crise sociale. Alors, on le sait, on le comprend, on le voit. Il ne faut pas beaucoup d'intuition et beaucoup d'études pour en prendre toute la mesure. Mais donc, la question n'est pas de savoir aujourd'hui ou demain ce qui se passe, mais de savoir pourquoi ça s'est passé, et de repositionner les choses dans un cadre historique. Et ce cadre historique, il est d'abord monétaire. En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des pays européens ont décidé de relier leur monnaie et d'adopter un étalon or. Alors c'était une mesure centrale de la reconstruction de l'Europe, qui a été d'ailleurs formalisée par ce qu'on a appelé les accords de Bretton Woods, dont vous avez dû entendre parler, qui était en fait un système qui conduisait à stabiliser l'économie, qui à l'époque était industrielle, par des cours de change, des taux d'intérêt qui étaient fixes entre toutes les monnaies. C'est un système qui a permis la reconstruction de l'Europe et qui a tenu jusqu'en 1971, année au cours de laquelle Nixon, président des États-Unis, a décidé d'abandonner le système et d'interdire la convertibilité du dollar en or. C'était sans doute le phénomène le plus majeur de l'histoire monétaire et budgétaire de toute la deuxième partie du XXe siècle. Quand ce système s'est délité, a été dévoyé par certains, les devises n'ont plus été figées par un rapport par rapport à l'or et sont devenues flottantes les unes par rapport aux autres. Alors, il y a eu différentes tentatives qu'on a appelées le serpent monétaire, le système monétaire européen, les différentes tentatives d'essayer de relier entre elles, mais il s'est passé un phénomène extrêmement important et qui a conduit à ce qu'on vit maintenant, c'est que la monnaie, la création monétaire, n'a plus été basée sur un étalon, mais simplement sur l'impression de billets. En fait, la seule garantie monétaire et budgétaire que nos économies ont adoptée à partir des années 70, c'était la capacité d'imprimer des billets, et ça s'est traduit d'ailleurs par un endettement de l'État extrêmement important. Et donc, à partir des années 70, la plupart des États européens, libérés du carcan monétaire d'après-guerre, ont commencé à endetter les États dans des proportions stratosphériques, au motif que les billets n'avaient plus comme garantie que les billets qu'on allait imprimer le lendemain ou quelques années plus tard. Et donc nos économies ne sont pas tombées aujourd'hui, mais à partir des années 70-80, 79-82 pour être plus précis,
dans le piège de l'endettement public. Alors pourquoi est-ce que nos économies sont tombées dans le piège de l'endettement public? Parce que finalement, si on est arrivé en 93, c'est-à-dire il y a bien longtemps, à avoir des rapports dette sur PNB de l'ordre de 140% du PNB, c'est que quelque chose s'est passé. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est un problème de myopie politique. On n'a pas compris dans les années 70 qu'on quittait une société industrielle pour entrer dans une économie de services. On n'a pas compris qu'il fallait réadapter, redéployer l'appareil économique, et certains, d'une frange politique à laquelle M. Toussaint, je crois pouvoir supposer que vous appartenez, ont voulu invoquer l'État comme étant un relais de croissance à une économie industrielle qui était en train de se déliter. Et on a commencé à endetter l'État. On a commencé à maintenir en activité des secteurs qui n'avaient plus aucune viabilité, les secteurs métalliques et autres, les secteurs industriels. On a engagé 200 000 fonctionnaires en moins de 20 ans, et donc on a demandé à l'État de se substituer à l'économie de marché. Le problème, c'est que l'État ne peut le faire que dans la mesure où il espère, par son endettement, créer une richesse supérieure au transfert qu'il donne à l'économie. Et donc, malheureusement, au lieu de construire des usines et des ponts, on a commencé à engager des fonctionnaires. Et on a commencé à avoir une dette publique qui est devenue stratosphérique, dont la seule utilité, encore aujourd'hui, est de payer des transferts sociaux et des fonctionnaires. On est rentré avec une naïveté incroyable dans une logique qui est partie de l'idée qu'on pouvait endetter nos économies au motif que la croissance démographique et la croissance économique future, donc de celle qui allait arriver des jeunes qui étaient à peine nés ou qui allaient naître, allait compenser l'endettement de l'État. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on a confondu ce choc industriel majeur de nos économies avec un simple aléa conjoncturel de l'économie. Et on est arrivé au début des années 90 avec un endettement de l'État qui a quasiment mis l'État en faillite. Je répète, en 1993, la dette de l'État belge par rapport à sa richesse nationale était de l'ordre d'à peu près 140%. C'est invraisemblable. Donc il y a eu un phénomène de myopie collective tout à fait incompréhensible. D'ailleurs, les socialistes à l'époque, eux-mêmes commençaient à s'en inquiéter. Guy Matteau, qui était ministre du Budget dans la fin des années 70, disait, avec une capacité de vision que l'histoire malheureusement n'aura pas reconnue, que le déficit public allait disparaître aussi vite qu'il n'apparaissait. Eh bien non, ça ne s'est pas passé comme ça. Nos économies ont traversé un choc majeur. On a appelé évidemment comme théoricien Keynes à la rescousse. Keynes qui disait qu'il fallait faire des déficits quand ça allait moins bien. Mais bon, les gens qui avaient lu Keynes à l'époque n'avaient pas lu le chapitre suivant qui disait que quand ça allait mieux, il fallait désendetter l'État. Et donc l'État a quasiment été mis en faillite. Heureusement, l'euro est arrivé. Et progressivement, pour qu'on puisse ressortir à la monnaie unique, on a dû remettre l'économie dans les clous, remettre les finances publiques plus ou moins en ordre, et donc rentrer dans cette monnaie unique. Mais le problème rémanent de la Belgique, c'est la dette publique. Et je le répète, ce n'est pas une dette qui a eu ou qui a aujourd'hui comme fonction ou comme contrepartie des dépenses d'investissement, c'est une dette dont la seule contrepartie est le paiement de transferts sociaux, c'est-à-dire des dépenses courantes. Premier problème. Alors M. Toussaint, je vais quand même me référer à son exposé, dit « Mais comment est-ce que les banques ont pu acheter ces dettes publiques? C'est l'avarice, c'est le gain. » Mais vous savez, M. Toussaint, quand un État s'endette, le problème n'est pas tellement le problème de savoir qui décide de financer l'État. Le problème, c'est de savoir pourquoi l'État s'est endetté. Alors si certains aujourd'hui s'inquiètent ou s'étonnent de savoir pourquoi des banques portent la dette publique, la vraie question, et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les symptômes et les causes, est de savoir pourquoi la dette a existé. Et je le répète, c'est parce qu'on a voulu maquiller un choc majeur de société. Et vous savez quoi? La même chose est en train de se passer maintenant à 30 ans d'intervalle. Donc on a endetté l'État dans des proportions immenses quand on est passé de l'industrie à l'économie des services dans les années 80. Aujourd'hui, on passe de l'économie des services à une globalisation qui va, à mon avis, être extrêmement destructrice. Et on essaye d'appeler l'État à la rescousse, mais le problème, c'est que n'ayant pas remboursé la dette de l'État au cours des 15 dernières années, on est, comme on dit en mauvais français, au taquet, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à endetter l'État plus que la proportion dans laquelle il est maintenant. Et donc, à 30 ans d'intervalle, on voit exactement les mêmes choses, c'est-à-dire une invocation de l'État comme étant un relais à l'économie de marché, alors que c'est évidemment l'économie de marché et ce n'est pas l'État qui va nous aider. On ne voit pas très bien d'ailleurs comment l'État, déjà endetté comme il est maintenant, serait capable de restimuler l'économie. Mais ça, c'est le vrai problème. Deuxième problème que je voudrais souligner avec vous, c'est le problème de la crise. Alors, la crise, on l'appelle la crise bancaire, mais c'est tellement facile de dire ça. Que sont les banques finalement?
sinon de simples appendices de la création monétaire. Les banques, à l'origine, n'étaient pas des banques privées, vous l'avez très justement dit. Les banques étaient des banques publiques. Les banques centrales, d'ailleurs, étaient des banques gouvernementales. Et les banques privées ont essaimé parce que progressivement, elles ont servi de tampon entre ce qu'on appelle l'économie réelle et les banques centrales. Pourquoi est-ce que les banques sont devenues privées? Parce que si les banques sont publiques, ça veut dire que ce ne sont pas les actionnaires des banques, qui ont d'ailleurs été complètement appauvris par cette crise, mais c'est l'État. Attendez, on va pas, attendez, madame, on va pas faire à la chicha. Excusez-moi, attendez. On va pas le faire à la chicha, que l'autre jour, on va respecter. Moi, j'ai la lettre du livre examen, donc on va faire ça. Non, attendez, on va pas le faire à la chicha. Donc, on parlera, mais attendez. La possibilité d'intervenir. Parce que faut quand même. On est dans une université où la liberté de parole doit être encore respectée. Je vous en prie, monsieur Coleman, continuez oui, à faire non, parce que, non, on ne va pas le faire, comme je disais, à la chicha. Mais donc, je répète. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit... Comment? Je vous en prie, vous aurez le droit à la parole tout à l'heure. Monsieur Coleman... Oui, mais non, mais c'est parce que... Oui, mais c'est...